Nous nous retrouvons pour ce deuxième numéro de Culture physique consacré à la structure de la matière, plus exactement à la physique des particules, et nous sommes en compagnie de Ursula Bassler, qui dirige un important service de physique au commissariat à l'énergie atomique. Vous nous avez raconté lors du premier échange que nous avons eu, quel a été votre parcours, comment vous êtes arrivé à cette discipline assez mystérieuse qu'est la physique des particules. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre travail aujourd'hui? Vous dirigez un service dont une grosse partie de l'activité consiste à interpréter les données que va fournir le LHC, ce grand collisionneur qui vient de démarrer à Genève. Énorme machine qui fait 27 km de circonférence avec des détecteurs qui sont presque aussi gros que des cathédrales. Comment est-ce qu'on se repère dans un tel univers? Comment est-ce que les gens travaillent? Et quelle est plus particulièrement votre fonction en tant que chef de service? Bon, le service de physique des particules, c'est environ 120 personnes qui travaillent pas que sur les LHC, mais qui travaillent sur une douzaine d'expériences toutes diverses. Mais il faut bien voir que c'est presque la moitié des personnes qui sont liées au LHC. C'est donc une fraction très importante dans le service. Ce qui est important pour moi, pour mon rôle, c'est en quelque sorte, bien sûr, de leur faciliter leur travail, de leur donner les moyens de pouvoir s'insérer dans ces collaborations, de pouvoir s'épanouir dans les expériences ou dans la participation aux expériences qu'ils font selon leur personnalité, leur goût, leur manière, leur point fort. Parce qu'on le voit, les expériences sont absolument gigantesques. Et Une expérience de physique, je crois, au LHC, fait participer des milliers de de, physiciens différents qui viennent de plusieurs pays, de tous les pays presque. C'est un projet très long. Le LHC a été décidé, je crois, il y a 25 ans. Il démarre seulement, ce qui veut dire qu'il y a une longue période de conception, une longue période de construction. Maintenant, l'exploitation physique de cet appareillage peut démarrer, mais ça demande une sorte d'opiniâtreté, d'endurance, de foi presque, qui est tout à fait singulière. Est-ce qu'il n'y a pas des moments de découragement? oh, certainement aussi. Il faut voir que dans des grandes collaborations comme ça, où il y a à peu près 2000 personnes qui travaillent sur une collaboration, bien sûr, un chercheur se consacre plus à une certaine tâche, à un certain aspect de l'expérience et il ne travaille pas sur l'ensemble continuellement. Donc, bien sûr, il y a les gens qui réalisent ou qui conçoivent d'abord les détecteurs, qui les réalisent après, qui les testent, qui les mettent en service. Il y a ceux qui écrivent à côté une énorme quantité de programmes, de logiciels pour pouvoir tester les appareils, mais aussi ensuite les exploiter lorsque l'accélérateur est en service. Et il y a des gens qui se consacrent plus particulièrement à comprendre la physique et à préparer l'analyse des données qui, en elle-même, est quelque chose de très complexe, où il faut faire appel souvent à des méthodes statistiques très poussées et aussi à des programmes de simulation pour comprendre ce que fournit comme signal ces énormes machines. Donc, tout d'abord, il y a justement une place pour différents profils, pour différents types de personnes, selon ces activités qui sont requises. Il y a aussi la possibilité, justement, au sein d'une carrière, de aller un peu d'un endroit, d'une activité à l'autre, pour, pour participer à l'ensemble de l'expérience. Ce qui est important aussi dans ces expériences, c'est quelque part que le chercheur se retrouve aussi dans une collaboration. Parmi 2000 personnes, des fois, un seul chercheur peut avoir une impression que ce qu'il fait, c'est finalement pas très important, personne ne le voit, etc. Donc, d'avoir un retour sur ce qu'il fait, d'avoir une visibilité aussi de ce qu'il contribue en fait à l'édifice, c'est extrêmement important. Et quand on dit que ces détecteurs ont la taille des cathédrales, je pense que c'est presque un peu comme vraiment la construction d'une cathédrale, c'est-à-dire il faut une quantité de métiers différents pour y arriver, et c'est vraiment chacun qui porte sa pierre à l'édifice. C'est une phrase qu'on retrouve très souvent quand on parle avec les chercheurs, je porte ma pierre à l'édifice.
Ce qui va être plus intéressant dans ces expériences du LHC, c'est la suite, une fois que la machine aura démarré, une fois qu'il y aura les données qui vont arriver, comment gérer la sociologie au sein de ces expériences. Il y aura, avec un peu de chance, quand même des découvertes qui seront faites, il y aura des sujets qui seront très chauds, très à la mode, tout le monde voudrait y travailler. Et donc, je crois, aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment bien en tête comment en fait ça va être vécu par les différents chercheurs qui participent à ces expériences. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà un fait assez miraculeux qu'on a réussi à construire cette machine, sachant que, comme vous le dites, chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais ça ne suffit pas, il faut aussi que quelqu'un, ou même plusieurs personnes, aient une vision complète à la fois de la machine, c'est-à-dire de l'accélérateur, mais aussi des détecteurs, dont on a vu à quel point ils sont compliqués, sophistiqués, il y a des milliers de fonctions qui s'intègrent. Est-ce qu'on n'atteint pas là les limites de la complexité d'un appareillage, les limites de ce qu'on est capable de gérer avec une communauté qui est dispersée dans le monde? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça marche, sachant que peu de gens ont la maîtrise complète de l'appareillage? Je crois que c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le miracle de la collaboration. Quand vous parlez avec les différents chercheurs, vous ressentez tout d'abord que tous les chercheurs pensent à un but commun. Chacun veut que l'appareil, à la fin, il marche. Et donc, il va mettre toute son intelligence au service de ce but commun qui est défini par la collaboration. Et je crois sans cette vocation de donner le meilleur de soi pour atteindre le fonctionnement du détecteur et d'en sortir la physique, un tel appareil ne serait pas possible. Et c'est ça qui est vraiment, que je classifierais de miracle de la physique des particules. Ouais. Il est rare de trouver des communautés où on partage un idéal. Et je crois, en physique des particules, on peut partager cet idéal parce que ce n'est pas une idéologie, mais parce que les gens travaillent sur un but scientifique. Donc, avec une objectivité, avec une rationalité, avec une exigence de précision, de fonctionnement, de résultats. Et comme chacun a cette exigence envers soi-même, il se motive et il essaie de faire avancer les choses. Parce que sans cette motivation particulière de chacun, une telle complexité ne pourrait pas être atteinte. Ça deviendrait le chaos et je pense que les meilleurs plannings ne pourraient pas faire face aux éventualités qui arrivent chaque jour parce que quelque chose ne fonctionne pas. Et vous pensez que ça va bien marcher? C'est-à-dire que la machine va, malgré sa complexité, va avoir un taux d'utilisation bon, que les détecteurs vont fonctionner eux aussi très bien? Ou est-ce que vous attendez à une période de 10 années ou 15 années d'exploitation, comme on dit, de cette machine, qui risque d'être entrecoupée de pannes, de problèmes? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Ça dépend les jours. Mais il y aura certainement des pannes. Les premières 3 ans, peut-être même 4 ans, seront terribles. Et elles étaient terribles pour beaucoup de machines. Pour le Pour Tevatron, le c'était pas facile. Pour ERA, c'était également pas facile. C'est plus un peu une propriété des machines qui utilisent des faisceaux hadroniques que des faisceaux d'électrons, parce que le LEP, il a quand même relativement vite fonctionné. Et pourquoi une machine à protons serait plus fragile, entre guillemets, qu'une machine à électrons? Parce que les éléments sont plus gros, parce que... Je me suis pas suffisamment intéressée à la physique des accélérateurs pour savoir pourquoi ils C'est un fait statistique, plus en général, ça marche moins bien. compliqués. Je pense que les bruits de fond que génèrent les faisceaux de protons sont surtout plus élevés, quoi. Et donc, de contrôler le faisceau dans ses détails est beaucoup plus difficile que pour un faisceau d'électrons où les conditions du faisceau, où les conditions de bruit de fond dans les faisceaux sont moins fortes. Mais bon, je pense quand même qu'on peut faire confiance à cette communauté de ne pas perdre sa motivation et donc de surmonter les pannes, de surmonter les difficultés et de continuellement se remettre à la tâche pour réparer ce qu'il faut et pour faire avancer la machine et arriver au résultat qu'ils souhaitent.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de discussions dans cette communauté sur ce qu'il faudrait faire par la suite, ou bien ce qu'on pourrait faire à côté de cette machine? Est-ce qu'il y a des gens qui sont, disons, en discussion sur les bonnes voies à explorer en matière de physique des particules? Parce que le fait que ce soit une physique qui soit devenue très centralisée, il n'y a qu'une seule grosse machine dans le monde, même si on tient compte du Tévatron, le LHC, c'est quand même la plus grande machine qui existe. Ça veut dire que pour la financer, la construire, il a fallu renoncer à d'autres projets qui eux aussi avaient peut-être une certaine utilité scientifique. Est-ce que tout le monde est d'accord pour suivre ce mouvement-là, ou est-ce qu'il y a encore des discussions, même des controverses? Il y a beaucoup de discussions, surtout pour ce qu'on peut clarifier le après LHC au niveau des accélérateurs de particules. Effectivement, il y a des machines sur lesquelles on discute qui sont à nouveau des machines quand même assez complexes et centralisées. Mais à côté de ça, il y a quand même aussi toute une panoplie de gens qui s'intéressent à des expériences plus petites, à des interfaces, notamment des interfaces avec l'astrophysique. Et comme j'ai dit, dans le service, il y a 12 expériences, donc 2 expériences du LHC qui font pratiquement la moitié du service, et les 10 autres, c'est des expériences à des tailles relativement petits. Alors justement, pourquoi plus est-ce qu'il y a variés. ce couplage finalement assez récent entre l'astrophysique, qui étudie l'univers dans son évolution et dans ses objets macroscopiques, et puis la physique des particules qui s'intéresse plutôt à la structure la plus petite dans la matière? Parce que finalement, avant, ces deux communautés se parlaient assez peu, et on voit que depuis une vingtaine d'années, elles collaborent davantage, elles s'intéressent à leurs résultats mutuels. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on fait une collision de particules à haute énergie? En quoi est-ce que ça peut intéresser ceux qui s'intéressent au cosmos à grande échelle? Il y a différents liens qu'il y a entre la physique des particules et l'astroparticule. D'une part, lorsqu'on produit des collisions et lorsqu'on étudie les particules qui sont créées lors de cette collision, bien sûr, on regarde aussi quelles sont les particules qui sont contenues dans l'univers. Donc, on sait, par exemple, que dans l'univers, il y a de la matière qui manque pour expliquer le mouvement des rotations des galaxies et d'autres phénomènes. Et on espère, avec les collisions du LHC, de produire des nouveaux types de particules qui peuvent donner une explication matérielle à qu'est-ce que c'est cette matière manquante dans l'univers. Ça, c'est un lien qu'il y a entre la physique des particules et l'astrophysique. Mais il y a d'autres liens aussi. Bien sûr, les instruments qu'on utilise en astrophysique sont aussi devenus des instruments complexes. Et donc, les physiciens de particules avaient un certain savoir-faire au niveau de l'électronique, au niveau des techniques d'analyse des données, qui étaient bien utiles à utiliser dans ce contexte de l'astrophysique. Et par ailleurs, on voit que produire des hautes énergies dans des collisionnaires, ça prend des machines qui sont énormes et qui ont peut-être des tailles qui deviennent un peu limites. Donc, quelles sont les autres matières, comment on peut produire des collisions, des particules? C'est de regarder le rayonnement cosmique qui nous arrive tous les jours. Et finalement, on n'étudie pas vraiment des nouvelles particules produites dans ce rayonnement cosmique aujourd'hui. On a fait ça dans les années après la guerre. Mais ces rayonnements cosmiques de différentes natures peuvent nous donner des informations sur des objets astrophysiques qui donc ont un intérêt pour les deux communautés. En fait, quand vous faites ces collisions à très haute énergie, vous recréez des conditions physiques très chaudes, avec des densités d'énergie très élevées, qui étaient justement celles de l'univers primordial. Tout à C'est fait, peut-être oui. ça qui intéresse les astrophysiciens, parce qu'eux ne voient que ce que la lumière émise par les différents astres leur envoie. Mais il y a eu une époque très ancienne dans l'univers où la lumière ne pouvait pas sortir de la matière, elle était confinée. Et donc ils n'ont pas accès à cette situation-là. Et la seule façon d'aller plus loin dans le temps que ne le permet la réception de signaux optiques, c'est d'aller faire des collisions. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes très, très complémentaires. Bien sûr, ça c'est un des arguments, en fait, le premier qui est généralement C'est peut-être le plus important. le plus important qui est avancé pour cette relation entre la physique des particules et l'astroparticule. C'est effectivement, avec les collisions, on peut étudier les premiers instants après le Big Bang et selon l'énergie, à plus haute énergie on est, à plus proche on est du Big Bang. Et aussi avec différents types de collisions, on peut
étudier différentes formes de matière qui ont dû exister juste après le Big Bang. Ouais. Alors nous reviendrons la prochaine fois sur ces problèmes de particules. Merci et à bientôt.